C'est donc la semaine décisive qui débute sur les retraites. Deux visions s'affrontent, celle du Conseil des États, plus sociale, et celle du Conseil national, plus axée sur la responsabilité personnelle. Le national a fait un pas, il abandonne l'idée d'un relèvement de l'âge de la retraite à 67 ans, mais il ne veut pas du bonus de 70 francs pour l'AVS soutenu par le Conseil des États. Deux positions s'affrontent, en grande part irréconciliables. Ce sont deux modèles de la retraite qui s'opposent. Faisons l'exercice très concret de voir ce que cela impliquerait pour beaucoup d'entre nous. On écoute Tobias Poppinger et Loïs Sigen-Lopez. Après plus de 150 heures de débat, les deux chambres fédérales campent sur leur modèle dans la réforme des retraites. Pour y voir plus clair, nous avons confronté ces modèles à deux cas, fictifs mais concrets. Ils aimeraient bien connaître l'état de leur future retraite. Tous deux disposent de l'AVS et d'un deuxième pilier, un plan retraite théorique, le minimum légal. Elle aura 59 ans au moment de l'entrée en vigueur de la réforme et gagne 55 000 francs par an. Lui fêtera son 49e anniversaire quand la réforme entrera en vigueur. Il gagne 40 000 francs par an. Le Conseil des États mise sur l'AVS, le premier pilier pour assurer le niveau des rentes. Voyons ce que cela change par rapport au système actuel avec notre modèle et son salaire de 50 000 francs par an. Elle devrait cotiser 3 500 francs supplémentaires jusqu'à la retraite et toucherait 840 francs de plus grâce à l'AVS par an. En revanche, dans le modèle du national, elle devrait rajouter 9 800 francs à sa caisse retraite pour une rente inchangée. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé un autre modèle qui était plus avantageux. Il ne faut pas jouer entre les piliers. Ça veut dire l'AVS est important, le deuxième pilier est important, les trois piliers sont importants. Mais le Conseil national, lui, mise sur le deuxième pilier plus individuel. Concrètement, pour le salaire de 40 000 francs annuels de notre modèle, il cotisera 42 000 francs de plus qu'aujourd'hui jusqu'à sa retraite pour toucher 1 900 francs supplémentaires par an. L'autre chambre propose des cotisations augmentées de 24 700 francs, mais une rente qui augmentera moins fortement, 1 600 francs de plus par an. D'après tous ces calculs théoriques de l'administration fédérale, la réforme du Conseil national paraît plus chère pour tous les âges et tous les salaires. C'est faux parce qu'en fait, on compare des pommes et des poires. Dans la version des États, en fait, sur votre salaire, vous allez cotiser et puis vous allez en fait payer pour les autres. Que dans la version du national, en fait, vous ne perdez pas cet argent parce que les cotisations qui sont prises sur votre salaire, en fait, restent pour vous. Deux philosophies, une bataille de chiffres, un seul et même but, mais un blocage politique bien réel. David Berger, le blocage, en effet, c'est rare qu'on en arrive là, une conciliation entre les deux chambres. Oui, précisément, c'est arrivé 9 fois lors de la dernière législature. Et ce qui est extrêmement rare, c'est que la conciliation survienne dans un tel état de tension. Il faut dire que la dernière révision de l'AVS remonte à 1997, 20 ans, une génération. L'enjeu est énorme. Et concrètement, c'est demain, 17h30. On va réunir 13 conseillers nationaux et 13 conseillers aux États. Ils ne sortiront pas avant d'avoir ficelé un paquet. Et jeudi matin sera crucial. Les deux chambres se prononceront l'une après l'autre sur ce paquet. Si une seule refuse, c'est l'échec de la grande réforme. Comme les grands partis sont au coude à coude, ce sont les petits qui seront faiseurs de majorité jeudi. Les gars, MCG et surtout Verts libéraux, ainsi que les agriculteurs du Parlement. Alors, pour convaincre ces swing députés, l'exercice du jour, c'était de mettre la responsabilité d'un éventuel échec sur l'autre camp. Exemple, Yannick Butet qui a tweeté que le PLR et l'UDC étaient prêts à enterrer la réforme. On a aussi entendu que la position figée des socialistes et du PDC était unschweizerisch, contraire à l'esprit suisse. Les deux équipes ont tellement tiré sur la corde qu'elles ont les muscles tétanisés. Le premier qui change de position fait perdre son équipe, mais si personne ne bouge, ce sera l'échec. Merci David. Et on débat de l'avenir de l'AVS dans Classe Politique tout à l'heure. Rendez-vous 20h40 avec Alain Rebeté sur RTS2. On reparle des inquiétudes de la classe moyenne. Le Centre social protestant lance même une campagne à ce sujet. La classe moyenne dite inférieure est définie par l'Office fédéral de la statistique. Ce sont les revenus d'environ 4 000 francs pour une personne, 8 300 francs pour une famille avec 2 enfants. On est loin en principe de la précarité, mais le CSP souligne les fragilités de cette catégorie devant les imprévus. Reportage Hugues Firman, Joël Boissard. La situation de la famille S s'est dégradée lorsque leur deuxième fille est tombée malade. À ce moment, le mari perd son deuxième emploi, il gagne moins de 4 000 francs par mois et la spirale infernale s'enclenche. Je devais payer les médicaments et ils n'étaient pas remboursés. Donc c'était plus que 100-200 francs par semaine. Et ce qui faisait un total de 600-700 francs par mois et c'était énorme pour moi.
Mais là, vraiment, les dettes, il y avait plus de dettes que d'argent qui arrivait. Donc j'étais vraiment, je voyais plus le fond. Cette famille est représentative de cette classe moyenne inférieure qui s'appauvrit et pour laquelle 4 centres sociaux protestants lancent une campagne. Cette classe moyenne inférieure, on la voyait relativement peu dans nos permanences ces dernières années. Aujourd'hui, c'est des gens qui nous sollicitent de manière beaucoup plus importante. On a régulièrement des personnes qui arrivent dans nos consultations avec des cornets migraux de courriers qui ne sont pas ouverts parce que ces courriers contiennent des difficultés auxquelles les gens n'ont pas voulu être confrontés immédiatement. Donc la situation devient explosive. Trop pauvres pour payer leurs factures, mais trop riches pour bénéficier d'aides sociales, ils obtiennent surtout une aide organisationnelle des centres sociaux protestants. On ne va pas payer leurs dettes et on ne va pas tout faire. C'est-à-dire qu'on va les accompagner, on va faire un bilan de la situation, on va les aider à faire un budget. Tu peux payer ça et après tu payeras ça. Ils étaient là un petit peu gestionnaires pour moi. Aujourd'hui, j'ai plus de dettes, je suis vraiment bien, j'ai mon emploi. Parce que c'était vraiment important pour moi de ne pas avoir de dettes parce que comme je suis dans la sécurité, après les dettes, ça fait le licenciement. La campagne veut à la fois sensibiliser la population et récolter des fonds, mais les CSP espèrent aussi mobiliser les politiques, notamment pour limiter la hausse des assurances maladie pour les jeunes en formation. Monsieur le Président du Conseil national, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national, les émotions, les passions, on le sent bien, sont absolument à la hauteur de l'enjeu. On sent même parfois une pointe de vexation, parfois de colère. Et je crois que c'est quelque chose de parfaitement normal et de profondément humain. Nous ne sommes pas des machines. Nous contribuons toutes et tous, avec notre profonde connaissance du pays, nous contribuons toutes et tous au débat avec ces enjeux. Mais à la fin des débats, et nous y sommes, c'est maintenant, à la fin des débats, je crois vraiment que l'on peut dire que tout, absolument tout a été mis sur la table, tout a été décortiqué, disséqué, analysé, il ne subsiste pas de zone d'ombre. Vous le savez, le résultat final ne correspond pas exactement à ce que souhaitait le Conseil fédéral. Il ne correspond pas exactement à ce que chacune et chacun dans cette salle a souhaité. Mais c'est le sens même de la démocratie. C'est le sens même d'un Parlement bicaméral et c'est le sens même de nos institutions que de permettre l'élaboration d'un compromis. Et nous estimons que si le projet sur la table ne correspond pas exactement à ce que nous voulions, il respecte les grandes lignes et les décisions qui, aujourd'hui, à l'égard du pays et des enjeux, il respecte les décisions qui, aujourd'hui, sont nécessaires. Et si l'on considère l'ensemble du projet, mesdames et messieurs, on est bien obligé de constater que ce qui vous rassemble sur cette question est aujourd'hui infiniment plus grand que ce qui vous sépare. C'est la raison pour laquelle je vous invite au nom du Conseil fédéral, Monsieur le Président du Conseil national, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national, je vous invite au nom du Conseil fédéral à voter oui à la proposition de la conférence de conciliation et à demain accepter ce projet en votation finale pour que la population suisse ait la possibilité d'en débattre, d'en discuter et de rendre sa décision. Wir sind am Schluss der Debatte. Wir kommen zur Abstimmung. Le Conseil se prononce. Wie ich es eingangs erläutert habe, führen wir eine Abstimmung zum Antrag der Einigungskonferenz zu den Vorlagen 1 und 2 durch. Diese Abstimmung erfordert das La proposition de la conférence de conciliation est adoptée par 101 voix contre 91 et 4 abstentions. L'objet est prêt pour le vote final. Ich bedanke mich.
Et c'est une claque pour l'UDC. Oscar Freisinger, déjà donné perdant au premier tour, le conseiller d'État sortant perd son siège, miné par une série de scandales. Ce soir, le président de l'UDC suisse estime qu'il s'est trompé de stratégie. La chute est vertigineuse pour celui qui avait dominé l'élection il y a 4 ans. Erwan Jagu, Claudine Gaillard-Torrent. Triste journée pour les militants UDC. Au fil des résultats, leurs espoirs s'envolent, mais leur grand champion d'il y a 4 ans ne viendra pas les réconforter. Oscar Freisinger a décidé de ressasser son échec chez lui à Savièse. Aujourd'hui, il n'a pas envie d'offrir aux médias le plaisir de le voir dans un jour de défaite. Oscar Freisinger voulait sans doute surtout éviter de revivre l'humiliation publique du premier tour, tapi dans son Stamm tout l'après-midi, terrassé par une défaite qu'il n'avait pas vue venir et qui se confirme aujourd'hui. Certainement, Freisinger, il a aussi commis des fautes, mais il a avoué. Il y avait l'histoire Closy, San Giorgio, puis ses discours à l'étranger, à Berlin, à Paris, tout ça, c'était pas apprécié par la population. Et puis il y a aussi l'épreuve du pouvoir. L'UDC anti-système n'y a visiblement pas survécu. D'une manière générale, le pouvoir déçoit toujours. Il y a des espoirs certainement excessifs qui avaient été émis par certaines personnes il y a 4 ans dans la personne d'Oscar Freisinger. Un Oscar Freisinger qui a tenté de remobiliser entre les 2 tours, en particulier dans le Haut-Valais. Cela n'aura pas suffi. Il y a eu une vraie cabale. Il y a eu une cabale des autres forces politiques qui n'avaient comme seul et unique objectif que d'abattre Oscar Freisinger. Je n'ai pas entendu l'once d'un programme politique dans les 3 autres formations vainqueurs ce soir. Ils ont voulu abattre Oscar Freisinger, ils l'ont abattu. L'onde de choc a été ressentie jusqu'à Zurich chez les pontes de son parti, réunis pour les 100 ans de l'UDC. C'est fini dans le gouvernement, mais il y a encore beaucoup des autres places où il peut lutter. Peut-être encore mieux que dans le gouvernement. Ce soir, certains militants pourtant semblent avoir déjà fait le deuil de celui qui a fondé l'UDC en Valais. Il n'y aura plus de politicien Oscar Freisinger. Je pense que sa carrière politique, elle sera terminée. Mais je vais encore lui parler, je vais passer chez lui ce soir. Son poste à la vice-présidence de l'UDC suisse n'est pas remis en cause par cette défaite. Reste à savoir si Oscar Freisinger poursuivra ce mandat ou choisira l'ombre après la lumière.